Voilà, bonjour. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième séance du cours de Thomas Barnet. Je vais lui laisser la parole dans 2 minutes. Simplement rappeler deux, trois petites choses. Tout d'abord, bienvenue. Merci d'être là. J'espère que vous êtes bien installés pour suivre ce cours. Nous savons que ce n'est pas l'idéal, mais ça, on commence à s'habituer à ce genre de modalité. Et j'espère qu'on s'en éloignera très rapidement à partir de Pâques. On verra bien ce qu'il en sera. Alors, n'hésitez pas à poser des questions ou à mettre des commentaires sur la conversation de ce cours. Vous savez, si vous avez suivi les autres séances, que Thomas Barnet peut les saisir en cours de route ou alors, avec Muriel Sacco, on s'arrange pour les relayer à un moment donné et certainement à la fin de son exposé, puisqu'on laisse un petit moment pour la discussion. Une discussion à sens unique, il faut bien le reconnaître, puisque vous pouvez poser des questions, mais vous ne pouvez pas intervenir et dialoguer oralement. Ça, c'est les limites du genre, bien entendu. Alors, je vous rappelle également que la documentation de ce cours, c'est-à-dire les PowerPoint qui défilent, les enregistrements sont mis à votre disposition sur les pages de l'UV du cours Enjeux économiques et sociaux contemporains pour ceux qui suivent, qui ont ce cours à leur programme. Et pour tous les autres, vous avez cette même documentation sur le site web de la faculté FISOC, pour ceux qui l'ignoreraient. Là, il y a un site consacré à ce cours qui est en petit également intitulé Cher FGTB, parce que, comme vous le savez, c'est le résultat d'une collaboration avec cette organisation syndicale qu'est la FGTB. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter pour ma part et je vais directement et avec plaisir céder la parole à Thomas Barnet. Bien, bonsoir à tous. Merci à nouveau Esteban et l'ensemble des organisateurs de cette chaire pour me donner l'occasion de vous présenter une thématique qui nous intéresse tous, les liens entre santé et travail. Donc cette troisième séance est consacrée à la relation travail-santé, travail et tous les autres statuts d'occupation. Et donc le support, comme on vous l'a dit, se trouve en ligne. Et n'hésitez pas, comme on l'a fait les fois précédentes, à librement intervenir. Si vous avez la possibilité de mettre vos prénoms, ça me permettra de savoir à qui je m'adresse. Je ne sais pas si vous avez cette possibilité-là, mais si c'est possible, ça humanise un petit peu nos interactions. Bien, donc pour ce soir, on va donc, je vais vous emmener dans une nouvelle aventure avec un plan qui s'affiche sous vos yeux. Emploi et santé, je t'aime moi non plus. Pourquoi? Parce que l'emploi, évidemment, la plupart du temps, apparaît bénéfique pour la santé, mais lorsqu'il se traduit par une insatisfaction au travail ou lorsqu'il est associé à des conditions de travail pénibles, eh bien, évidemment, il peut générer des effets négatifs sur la santé. Donc, on verra dans un premier temps en quoi le travail favorise et promeut la bonne santé. On verra dans un deuxième temps, évidemment, que le travail, même dans son étymologie, même s'il y a pas mal de débats sur l'étymologie du mot travail, est associé à quelque chose qui relève davantage de la souffrance au travail. Donc, on verra ces deux aspects. En prenant évidemment, comme à l'accoutumée, appui sur la littérature internationale et sur un certain nombre de travaux que j'ai menés avec des collègues aussi, que je vous présenterai. Dans une deuxième partie, on regardera les autres statuts d'occupation en dehors de l'emploi, le chômage, l'inactivité, la perte d'emploi et la retraite. Des questions m'ont été posées d'ailleurs sur le lien retraite-santé. On va pouvoir enfin avoir quelques éléments, quelques éclairages du rôle attendu de la prise de retraite sur la santé. Avec cette question un petit peu en filigrane, est-ce que le non-emploi permet de préserver ou pas sa santé, pour faire référence à une chanson.
Bien, alors, Jean-Jacques Rousseau, dans un pamphlet tourné contre les médecins à la fin du XVIIIe, indiquait que la tempérance et le travail étaient les meilleurs médecins de l'homme. Donc, derrière cette attaque en règle, on voit poindre évidemment l'idée selon laquelle eh bien, les vertus thérapeutiques du travail, en moyenne, prédominent sur la pénibilité que celui-ci peut induire. Donc ça, c'était quelque chose qu'on retrouve de manière très claire dans la littérature, je vous l'avais déjà indiqué, hein. Le travail, le fait d'être en emploi par rapport au fait d'être en dehors de l'emploi, est associé à un meilleur état de santé, mais également à des meilleures perspectives pour protéger sa santé. Donc une capacité plus importante pour investir dans sa santé, pour consommer du soin. Cette relation positive entre emploi et santé transite par un certain nombre d'effets. Le premier effet, c'est un effet direct du revenu sur la santé. Cet effet du revenu sur la santé, il permet en fait de démultiplier les possibilités d'investissement dans la santé à travers des comportements positifs de santé tels que le sport, une alimentation saine, des meilleures conditions de vie et des meilleures conditions de logement. Donc tous ces paramètres-là sont reliés au revenu et donc l'effet positif du revenu sur la santé eh bien, s'explique de cette manière-là. Mais il s'explique également par d'autres canaux plus indirects, tels que l'accès à l'assurance maladie, et notamment de plus en plus, ça dépend des pays, mais de plus en plus via une couverture complémentaire en entreprise qui est négociée de manière collective et qui est souvent plus intéressante qu'une couverture individuelle. Cet accès à l'assurance permet normalement un meilleur accès aux soins et donc un meilleur état de santé. On va revenir sur ces relations-là. Et puis, naturellement, l'emploi permet également eh bien, de bénéficier d'un certain nombre d'interactions sociales qui sont bénéfiques pour la santé. Alors, je reviens dans les 2 diapositives qui suivent sur l'effet de l'assurance maladie ou de l'assurance santé sur la santé. Donc l'emploi, on l'a dit, permet un meilleur accès à l'assurance santé, notamment par un effet revenu, par un effet entreprise, si on peut avoir une complémentaire qui va être plus intéressante. Et donc, outre le revenu que génère l'emploi, il permet donc de bénéficier plus facilement d'une assurance santé. Euh, Dans les systèmes libéraux, par exemple, comme aux États-Unis, on a 56% de la population qui a une assurance, qui tient cette assurance de son employeur. Donc, on a un modèle qui est très tourné vers l'assurance proposée par l'employeur. Et cette démarche, cette patte, cette marque a été amplifiée par l'Obamacare. Dans les modèles dits beveridgiens, qui sont assis sur un financement par l'impôt et qui renvoient au caractère universaliste de l'accès aux soins, comme au Royaume-Uni par exemple, eh bien l'assurance est universelle. Elle ne repose pas ici sur le statut d'occupation, mais plutôt sur un critère de résidence. À partir du moment où vous résidez dans le pays, vous avez le droit de bénéficier d'une couverture assurantielle. Et puis, on a des modèles plus traditionnellement appelés bismarckiens, en référence à un chancelier allemand de la fin du 19e siècle. Initialement, c'est le cas français. La France était un système bismarckien. Aujourd'hui, c'est plutôt un système mixte, à la fois bismarckien et beveridgien. Modèle bismarckien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les partenaires sociaux vont jouer un rôle important, qu'on va faire reposer le financement notamment sur les cotisations sociales employés et employeurs, et qu'on va conditionner l'accès à l'assurance au statut d'occupation. C'est-à-dire que c'est le fait de travailler qui ouvre des droits à l'assurance maladie. Aujourd'hui, en France, on a un modèle mixte. Pour quelle raison? Eh bien, parce que depuis les années 2000, on a aussi des minima, on a des couvertures assurantielles pour les plus démunis qui sont assurées même pour ceux qui ne sont pas sur le marché du travail. Donc, on est allé peu à peu sur un modèle un petit peu bicéphale. Donc, naturellement, la relation entre revenus et santé ou entre emploi et santé dépend aussi du type de modèle de protection sociale. Alors, à quelles conditions l'assurance maladie, dont je viens de dire qu'elle est corrélée au niveau de revenus, peut améliorer la santé? Cette question n'est pas si triviale que ça. On a 2 hypothèses à valider. La première hypothèse, c'est de se dire,
on fait l'hypothèse, on doit vérifier l'hypothèse que l'assurance maladie a effectivement un effet positif sur la consommation de soins. Et si cette hypothèse est avérée, il faut s'assurer que l'accès aux soins s'accompagne de vertus thérapeutiques et donc d'une amélioration de la santé. Si ces deux hypothèses sont confirmées, eh bien oui, le fait d'avoir une assurance maladie, qui est plus facile quand on a un emploi et quand on a un revenu, permet effectivement d'améliorer la santé. Cette littérature, c'est une littérature très importante en économie, notamment en économie de l'assurance, puisque on postule évidemment que l'assurance vient réduire le prix apparent des biens et services de santé au moment de leur consommation. On cotise de manière régulière pour que lorsqu'on doit consommer des soins, eh bien le reste à charge soit moindre, c'est-à-dire ce que nous allons payer directement. Après remboursement par la sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance maladie de base, et par éventuellement une complémentaire. Sachez qu'en France, en tout cas, on a un niveau de couverture assurantielle qui est très haut. On a pratiquement 100% de la population française qui dispose d'une assurance de base et on a 96% qui dispose d'une couverture complémentaire. Qu'est-ce que nous dit la théorie économique sur cette relation entre assurance et consommation de soins? Eh bien, la théorie économique prédit que l'assurance induit, au-delà de la solvabilisation d'une demande de soins sous-jacente, des dépenses de santé supplémentaires. Je vais m'exprimer parce que là, on a un jargon un petit peu économique. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, bien évidemment, lorsqu'on accède à l'assurance santé ou lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance santé, le fait d'avoir fait cette démarche signifie vraisemblablement qu'on a un certain nombre de besoins de soins qui ne sont pas solvables ou alors pour lesquels on a besoin d'une prise en charge. Donc, on peut avoir une augmentation de la consommation de soins consécutive à l'assurance qui correspond simplement à la solvabilisation d'une demande de soins sous-jacente. J'avais un besoin d'aller me faire soigner, je ne le faisais pas parce que je n'étais pas bien couvert, je renonçais aux soins, je suis désormais assuré et donc je solvabilise cette demande de soins. Au-delà de cette solvabilisation de la demande de soins, on a un autre phénomène potentiel qui s'appelle en économie l'aléa moral ex post, qui signifie tout simplement que lorsqu'on est couvert par une assurance santé, eh bien, on pourrait avoir tendance à réclamer plus de soins et de meilleure qualité que si nous devions nous-mêmes prendre en charge ces soins. D'accord? Donc, ce serait une sorte d'inefficience dans la consommation de soins parce qu'on consommerait des soins qui ne sont pas efficients. Et dans des systèmes qui sont très régulés, c'est évidemment nécessaire de s'interroger sur l'efficience des dépenses publiques engagées. C'est une des grandes questions que se posent les économistes. Alors, qu'est-ce que nous dit la littérature économique? Elle confirme l'effet positif de l'assurance sur la consommation de soins. Et elle confirme que cet accroissement semble plus lié à une solvabilisation de la demande, c'est-à-dire que les gens avaient des besoins, grâce à l'assurance, ils vont consommer du soin, parce que maintenant ils sont pris en charge, plutôt qu'au phénomène dont je vous parlais à l'instant. Là, c'est surtout des travaux américains qui ont d'abord travaillé sur cette question-là, et puis on a des travaux européens qui confirment tout à fait cet effet. Ce qu'on peut constater aussi comme type d'effet, c'est que l'accès à une complémentaire va aussi modifier la structure de la consommation de soins. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, par exemple, une augmentation de la consommation de soins dentaires ou de soins optiques, qui sont très mal pris en charge par les couvertures publiques et qui, du coup, peuvent augmenter à la suite de la souscription à ces contrats-là. Alors, première hypothèse, donc l'effet positif de l'assurance sur la consommation de soins. Je vois une question. Alors, le système d'Alsace-Lorraine, il est très particulier. Hein, il est très particulier en France. Quand je parlais de mixité de la sécurité sociale, je parlais absolument pas de l'histoire de l'Alsace-Lorraine au cours de la deuxième partie du XXe siècle. Je parlais vraiment du modèle hybride en termes de système beveridgien et bismarckien, c'est-à-dire à la fois assurantiel et à la fois universel. Donc la première hypothèse, elle semble avérée, c'est-à-dire l'assurance santé conduit à augmenter la consommation de soins.
Deuxième question qu'on est en droit de se poser, évidemment, c'est est-ce que cette consommation de soins conduit à améliorer la santé? Donc, comme vous le savez, on a la plupart du temps des effets thérapeutiques du soin sur la santé, naturellement. On peut avoir des effets iatrogéniques aussi, on peut avoir des maladies nosocomiales, mais globalement, le soin s'accompagne évidemment plutôt d'une amélioration de la santé. Mais souvenez-vous, ce que je vous indiquais dans le premier cours, donc vous retrouverez ces éléments-là dans l'introduction de la première séance. Eh bien, la santé, les facteurs explicatifs de la santé sont extrêmement nombreux. Donc, on est dans une approche extrêmement plurifactorielle. Le soin joue un rôle sur la santé, mais il y a tout un tas de déterminants sociaux notamment et environnementaux qui affectent aussi directement l'état de santé. Donc, finalement, le rôle du soin, il n'est pas si évident que ça. Donc, interrogeons ce lien-là, l'effet positif des soins sur la santé. Jusqu'aux années 50, l'amélioration de l'état de santé, qu'on peut approcher par exemple à travers l'augmentation de l'espérance de vie, dépendait grandement et principalement de facteurs socio-environnementaux. On a une étude très importante, je l'avais citée rapidement, je crois, lors de la première séance, qui étudie les facteurs explicatifs de l'espérance de vie aux États-Unis entre 1850 et 1950. Qu'est-ce que prouve cette étude? C'est que la médecine n'intervient qu'à hauteur de 15 à 20% dans l'amélioration, dans l'augmentation de l'espérance de vie. Dans cette période particulière, eh bien, c'est avant tout l'hygiène, les conditions de vie, de nutrition, la protection sociale, l'environnement, qui vont expliquer eh bien, l'évolution de l'espérance de vie sur cette période. Au cours des dernières décennies, cependant, le rôle de la médecine curative sur l'état de santé se renforce. Un exemple, l'augmentation de l'espérance de vie des hommes aux États-Unis de 1950 à 2000, donc sur une période plus contemporaine, est principalement liée à la réduction de la mortalité par crise cardiaque et AVC. Et ce, essentiellement grâce aux progrès médicaux. Ça expliquerait même jusqu'à 60% de la réduction de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires entre 84 et 99. Donc là, on sait que la vaccination, les antibiotiques, les nouvelles thérapies contre le cancer ont un rôle important sur la survie des malades. Alors, il y a une question qui m'est posée là, est-ce que c'est le travail qui a un effet positif sur la santé ou bien le capital financier? J'ai introduit cette première partie en disant qu'est-ce qui expliquerait l'effet positif du fait d'être en emploi sur la santé? Le fait d'être en emploi sur la santé, et il y a tout un tas de facteurs qui jouent, il y a tout d'abord le revenu. Donc, quand vous parlez là de capital financier, moi je parle de revenu d'activité, mais de patrimoine global, hein, vous avez raison. Le patrimoine global, il est lié au revenu, c'est-à-dire si vous avez de l'épargne, si vous avez de l'investissement, si vous avez des capitaux, des actions, des obligations, évidemment que c'est lié à votre niveau de revenu et donc à votre emploi. Donc, quand on parle d'effet positif de travail sur la santé, ça passe par le revenu, ça passe par le patrimoine et puis ça passe par les autres éléments que je suis en train de développer. N'hésitez pas aussi à me dire hein, sur les questions qui sont posées si la réponse vous convient ou n'hésitez pas à reformuler une question si vous êtes insatisfait. Je ne veux absolument pas que vous soyez insatisfait dans votre activité professionnelle d'étudiant. Donc, on continue. L'effet positif des soins sur la santé. Donc, on essaye de comprendre si effectivement cette hypothèse est raisonnable, ce qu'on pense évidemment a priori. Une réduction du risque de mortalité a pu être observée chez les patients souffrant d'hypertension et chez les plus pauvres. De même, une expérience randomisée, donc avec un groupe témoin qui a été menée dans l'État de l'Oregon, a montré un effet important de l'amélioration de la couverture assurantielle des personnes les plus modestes sur l'accès aux soins et sur la santé. Donc là, clairement, il y a un lien entre assurance santé, accès aux soins et santé. Ce lien, en fait, il est d'autant plus fort qu'on touche une population vulnérable. Donc, si c'est une population qui n'avait pas du tout de couverture assurantielle, là, évidemment, l'effet va être majeur. Si c'est une population qui avait déjà une assurance de base, voire une complémentaire et pour laquelle on va ajouter une option à un contrat, on ne va pas forcément voir d'effet significatif. De manière cohérente, d'ailleurs, il a été démontré que les renoncements aux soins
largement expliquée par l'absence ou la faible qualité de la couverture complémentaire et par la situation sociale, avait un effet causal négatif sur la dégradation de l'état de santé ultérieur. D'accord? Donc ça, c'est quand on essaie ici de renverser un petit peu la relation, mais vous voyez que ça va dans le même sens. Continuons. Donc, l'influence du revenu et de la richesse sur les différentes dimensions de la santé est avérée donc, dans toutes les études, que ce soit sur données américaines, européennes, asiatiques. Donc ça apparaît très clairement, quelles que soient les dimensions de la santé, qu'elles relèvent de la santé mentale, de la santé perçue, des maladies chroniques. L'amélioration des conditions de vie, de manière générale, est propice à un meilleur état de santé. Là encore, la littérature est très claire sur ce champ-là. A contrario, l'adoption de comportements de santé à risque, le tabac, l'alcool, le surpoids, qu'on retrouve plus fréquemment dans les populations économiquement plus désavantagées, qu'on retrouve plus fréquemment dans les populations qui sont en dehors de l'emploi, qui ne sont pas donc dans l'emploi, est associé à une dégradation de l'état de santé. Alors, j'ai essayé également dans ces différentes séances de vous sensibiliser un petit peu à des enjeux méthodologiques. Donc, avant d'en reparler, je vais répondre à mais très bien, j'ai des prénoms, donc je vais pouvoir m'adresser à Zoé et Laurence. Donc Zoé m'interroge sur l'environnement socio-économique. Est-ce que l'environnement va influencer la perception de l'utilité de l'assurance santé dans un système libéral, par exemple? Alors, l'environnement socio-économique, alors je ne sais pas trop ce que vous mettez, Zoé, derrière ce terme-là, mais l'environnement social, culturel, familial peut évidemment avoir un impact sur le comportement d'accès aux soins. On sait que le rapport au corps peut différer socialement, culturellement, et donc ce n'est pas forcément évident de se rendre chez un médecin, d'aller à l'hôpital. Et donc la perception de l'accès aux soins et donc en amont de l'utilité de l'assurance santé peut aussi différer. Pas simplement dans un système libéral, par exemple. Je vais répondre à votre question parce qu'il y a plusieurs questions dans la même question. L'utilité de l'assurance santé peut être liée à ce qu'on appelle la préférence pour le présent versus la préférence pour le futur. J'essaye d'exprimer ça clairement. C'est la cigale et la fourmi. Quand on est désavantagé, défavorisé, on a une forte préférence pour le présent. On ne peut pas se projeter dans l'avenir. On va gérer les aspects financiers au jour le jour parce qu'on n'a pas cette capacité d'épargne. Alors qu'au contraire, lorsque le revenu est plus important, eh bien, on a cette capacité de projection vers le futur. Pourquoi je donne cet élément-là? Parce que l'utilité de l'assurance santé, vous avez raison, peut être différent selon mon niveau de revenu. Si j'ai un revenu très très faible, je pourrais très bien me dire, mais si mon assurance santé n'est pas obligatoire, je n'ai pas les moyens de payer une cotisation tous les mois parce que déjà, je trouve que je ne suis pas malade ou parce que je ne veux pas mettre de l'argent là-dedans. Donc évidemment, la question peut se poser dans des systèmes où l'assurance de base ne serait pas obligatoire. Donc c'est pour ça que vous me renvoyez sans doute au système libéral notamment. Donc il y a cette question de la préférence pour le présent, de la préférence pour le futur, du regard qu'on porte sur le corps et sur le système de santé, et puis cette histoire donc, de préférence qui est importante. Une autre question posée par Laurence, merci de vos questions. Quid du travail bénévole? Alors ça, c'est une question très intéressante. On a assez peu de travaux là-dessus. Le travail bénévole, c'est un travail qu'on est libre de choisir et qui nous apporte des formes de reconnaissance qui ne sont pas des formes de reconnaissance financière. Et donc, qui renvoie à ce qu'on appelle des motifs de motivation intrinsèque, c'est-à-dire que c'est pour l'intérêt du travail, ce n'est pas pour une récompense financière. Et donc, le travail bénévole, il est forcément, en tout cas en moyenne, porteur d'éléments positifs sur la santé, d'une amélioration de la santé et du bien-être, à l'évidence. Et puis, on a la possibilité également, a priori, de s'arrêter quand on le souhaite. Donc, le travail bénévole
même si il ne renvoie pas à des activités rémunératrices, et donc les canaux que je viens de citer là ne sont pas tous bons. En tout cas, le côté interaction sociale, le question utilité et la question de la satisfaction sont évidemment très renforcés et favorisent une meilleure santé. J'en reviens à mon diaporama. La relation entre emploi et santé, de la même manière que la relation entre santé et emploi, elle est entachée de biais méthodologiques qui ne sont pas toujours évidents à dénouer et qui requièrent, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, eh bien qu'on ait des données riches, longitudinales, nous permettant d'avoir vraiment une lecture fine des événements de santé, des événements professionnels, des dates de survenue des différents épisodes dans la vie de chaque individu. On a notamment un biais qui apparaît dans cette relation emploi et santé. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en emploi, ils sont déjà sélectionnés. Pourquoi ils sont sélectionnés? Eh bien parce que, vous me voyez bouger parce que je n'ai pas l'habitude d'être assis, hein, je suis désolé. Quand je fais cours, je suis debout, donc c'est pour ça que je bouge un petit peu, j'espère que ce n'est pas trop gênant. Donc les gens qui sont en emploi, ils ont été sélectionnés. C'est-à-dire qu'initialement, c'est des gens qui étaient déjà en bonne santé, qui ont fait des études, et qui ont accédé au marché du travail. Donc les gens en emploi ou qui restent en emploi étaient déjà initialement en meilleure santé que ceux qui en sont exclus. D'accord? Donc en fait, on a une surreprésentation des personnes en bonne santé dans la population en emploi parce que c'est pas un phénomène aléatoire le fait d'accéder à un emploi. La santé en amont joue déjà un rôle. C'est ce qu'on appelle le biais du travailleur sain, le Healthy Worker Reflex. Donc c'est un élément évidemment qu'on doit prendre aussi en compte dans nos différentes études. Alors, cette sélection dans l'emploi peut être évidemment renforcée quand, en raison des événements dans l'enfance. D'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure, accéder à un emploi, c'est avoir une trajectoire d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte évidemment positive, réussir ses études. Il y a un lien très fort entre santé et éducation, évidemment, vous vous en rendez compte, hein, encore plus sans doute aujourd'hui, dans ces conditions. Donc finalement, la situation économique d'un individu pendant l'enfance, enfin surtout la situation de ses parents, va jouer un rôle très important, on l'a déjà vu. L'environnement dans l'enfance va influer sur la probabilité de subir des accidents du travail, des incapacités professionnelles plus tard. Et puis évidemment, votre situation dans l'emploi à un moment T, à 40 ans par exemple, va être aussi liée à ce qui s'est passé avant, à votre itinéraire professionnel précédent. Donc évidemment, cette sélection dans l'emploi, elle se poursuit, elle s'accentue. Après 50 ans, l'effet de la santé sur l'emploi est encore plus fort. Donc quand on s'intéresse au lien emploi-santé, eh bien, on doit aussi tenir compte de la relation inverse. Alors, on regarde donc toujours notre relation emploi-santé. Cette fois-ci, on va sur le versant un petit peu plus sombre, à savoir que, eh bien, de temps en temps, l'emploi peut s'accompagner de formes de précarité, de fragilisation, de vulnérabilité par rapport à la santé. L'étymologie, je le disais tout à l'heure, du mot travail, d'ailleurs, est souvent associée à cette notion de souffrance, a fortiori lorsque le travail, l'emploi est associé à un contrat précaire, temporaire, un environnement de travail dégradé. Ça rejoint une des questions que votre professeur m'a posées hier, à savoir, c'est bien de regarder les trajectoires en termes de taux d'emploi, on aimerait bien regarder aussi la qualité de l'emploi associée quand on subit un événement de santé. Donc évidemment, quand on va sur des éléments de qualité de l'emploi, eh bien, des contrats précaires qui sont de plus en plus importants et temporaires, qui se développent de plus en plus, évidemment, fragilisent beaucoup une partie des travailleurs. On le voit dans le métier des services. On voit évidemment que lorsqu'on a des grandes entreprises, je ne sais pas, pour ne pas la citer, Uber ou Amazon, qui évidemment ont des parts de marché grandissantes dans ces climats de confinement ou de couvre-feu. Donc l'influence est de plus en plus forte et on voit qu'on a du mal à aller sur la protection des travailleurs. Certains sont indépendants, n'ont pas de droits sociaux
Et donc, on voit que dans les négociations, le salariat de ces personnes-là est un enjeu de plus en plus fort. Il y a une pression qui s'exerce sur ces grands groupes. Et c'est évidemment une évolution des sociétés qui a tendance plutôt à précariser ses salariés au profit d'une consommation de chaque instant, à tout moment, dans tout lieu, pour qu'on puisse être livré, pour qu'on puisse… Donc, évidemment, il y a cette tension qui est très forte et qui doit être analysée avec beaucoup d'importance et de finesse. Le rôle des contrats atypiques sur la santé, alors les contrats atypiques, c'est justement ces contrats précaires, ce chômage partiel, évidemment, sont associés à des états de santé altérés lorsqu'ils ne sont pas choisis. Cet effet augmente avec le temps passé dans ces emplois, évidemment. Donc, il y a deux phénomènes à prendre en compte quand on parle de contrats atypiques ou de qualité de l'emploi. Il y a évidemment le type de dégradation, le type de conditions de travail qu'on subit et la durée. Donc, tout à l'heure, quand on va parler des conditions de travail, il y a notamment deux éléments dont on va parler, c'est l'intensité de l'exposition et sa durée. Et ce sont ces deux aspects que le législateur, notamment en France, a appréciés pour mettre en place le compte pénibilité en France. Autre élément, malheureusement, qui apparaît à nouveau ici, ce résultat défavorable entre les contrats atypiques et la santé est plus souligné dans la population féminine, dans des travaux en Corée, en Italie, et varie évidemment en fonction de la nature du contrat. Notamment, un auteur italien a fait le lien entre emploi à temps partiel et notamment la santé mentale. Hop. On poursuit, toujours autour du rôle des contrats atypiques sur la santé. On a donc une relation négative entre emploi atypique et conditions de travail préjudiciables qui va conduire à de l'insécurité dans l'emploi. Et potentiellement, qui peut même conduire à des périodes de chômage. Donc, quand on essaye d'analyser les choses de manière un peu plus longitudinale, on a des travaux sur données européennes pour Caroline Godard, sur données italiennes et américaines, qui montrent que lorsqu'on analyse les choses sur un temps un peu plus long, eh bien que ça dégrade fortement la trajectoire, que ça conduit à des périodes de chômage importantes. Sur le nombre d'heures, eh bien, le nombre d'heures excessives dans des conditions de travail qui peuvent apparaître évidemment difficiles parce qu'il y a de l'intensité. Donc, nombre d'heures excessives, c'est au-delà de la norme légale, sont liées à une santé dépréciée. En moyenne, je vous avais dit que lorsque c'était choisi, ça pouvait évidemment conduire à plutôt préserver sa santé ou en tout cas stabiliser la santé. En moyenne, évidemment, ces heures de travail excessives ne sont pas choisies, sont plutôt subies et conduisent à déprécier l'état de santé. Néanmoins, et c'est un point sur lequel vraiment j'insiste, l'élément central, c'est l'écart entre les dispositions en milieu, les dispositions réglementaires du travail et les aspirations des travailleurs. Ça, c'est vraiment un point clé. Les effets les plus néfastes sur la santé apparaissent lorsque les contrats et les horaires sont imposés aux salariés. Donc ça, c'est vraiment un message clé que je vous ai déjà adressé, qui me semble vraiment très important, que je reprendrai évidemment dans la dernière séance qui sera consacrée à une sorte de synthèse de tous ces travaux et un éclairage avec la situation qu'on vit depuis un an, où je reprendrai évidemment les messages clés de ces trois interventions. Donc, si on regarde les conditions de travail à proprement parler, quelles que soient les conditions d'emploi, c'est-à-dire quel que soit le type de contrat, les conditions de travail pénibles ont un effet propre sur la santé, notamment autodéclarée des travailleurs. Quelques exemples. Avoir un travail physiquement exigeant dégrade la santé, on l'a vu sur données européennes, sur données américaines. Le travail manuel détériore considérablement l'état de santé général. Le port de charges lourdes de travail entraîne une mauvaise santé, mais également davantage d'épisodes d'absentéisme. L'exposition en environnement de travail hostile, tels que des conditions climatiques difficiles, des températures extrêmes, de l'humidité, entraîne plutôt chez les jeunes travailleurs un état de santé dégradé.
On a d'autres auteurs, Robonnet et al., sur des travaux sur l'enquête Share, sur l'enquête européenne, démontrent que l'influence du lieu de travail, des heures de travail atypiques et de la satisfaction générale au travail est forte sur la santé et le bien-être. Donc, vous voyez, on a une batterie d'études extrêmement robustes sur des périodes et des pays et des populations différentes qui conduisent systématiquement à cet effet négatif. Alors, là encore, c'est pas évident de le mesurer, hein. Je vous montrerai une étude qu'on a faite avec un collègue. C'est compliqué parce que vous voyez bien que pour observer des conditions de travail chez des personnes, il faut d'abord observer des gens qui ont travaillé suffisamment longtemps pour qu'ils aient potentiellement subi des conditions de travail pénibles. Mais on doit observer aussi des gens qui ont été exposés sur une certaine durée. Et plus la durée d'exposition est longue, et plus on est aussi face à des populations de plus en plus sélectionnées. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut pouvoir tenir. Si on ne tient plus, eh bien on sort du marché du travail, ou bien on est licencié, ou bien on démissionne, ou bien on est en arrêt maladie long. En tout cas, on sort du marché du travail. Donc, quand on observe des personnes qui ont de très longues expositions à des conditions de travail pénibles, on a une population, évidemment, plutôt défavorisée, mais extrêmement résistante. Ça veut dire même qu'initialement, ces individus-là peuvent même avoir eu un état de santé meilleur que les autres initialement, parce que leur permettant d'accepter, de tolérer des niveaux de souffrance au travail très, très élevés. Donc, ça rend pas les choses évidentes quand on veut véritablement, proprement évaluer un lien causal. Alors, une série d'autres travaux, hein, vraiment pour vraiment enfoncer le clou. L'environnement de travail altère l'état de santé des travailleurs. Les facteurs de risque psychosociaux au travail, qui sont évidemment de plus en plus importants, je vous le disais lors de la première séance. C'est vraiment la nouvelle forme de pénibilité, hein, cette pénibilité ressentie qui renvoie à tout un tas de paramètres, on en verra quelques-uns, détériore la santé mentale, mais également la santé physique. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit que toutes les dimensions de la santé sont touchées par l'exposition à des risques psychosociaux. On sait aussi que l'isolement social, combiné à des situations de stress professionnel, ce qu'on appelle des situations d'isostrain, est corrélé à davantage de maladies cardiovasculaires. On sait également, on a des modèles d'efforts-récompenses, on sait que les récompenses liées à des emplois exigeants peuvent venir atténuer l'effet négatif de la pénibilité sur la santé. C'est quelque chose qui est assez facile à comprendre, c'est que si on a des bonus, si on a des temps de pause, quand on parle de récompense, ce n'est pas forcément que financier, hein, d'accord? Ça peut être plus large. Donc une reconnaissance en fait du travail. S'il y a des formes de reconnaissance au travail qui peuvent prendre ou non, qui peuvent être formalisées sous forme de bonus financiers ou pas, eh bien ça va un petit peu atténuer, ça ne va pas annuler, ça va un petit peu atténuer l'effet négatif de la pénibilité sur la santé. Et puis, on a le caractère cumulatif et chronique des contraintes professionnelles joue un rôle multiplicateur sur la dégradation de la santé, tout particulièrement les contraintes psychosociales pour le cas français. Alors, je vais vous présenter un article qu'on a fait avec un collègue sur l'impact des conditions de travail sur la santé et la consommation de médicaments des retraités. Avant de vous présenter rapidement cette étude, je voudrais vous donner quelques éléments de contexte en France pour que vous compreniez aussi le rationnel de cette étude. Eh bien, en France, la réforme des retraites, on a eu beaucoup de réformes des retraites depuis les années, dès les années 82-83, en 90, en 2003, en 2010, en 2014. On a eu très nombreuses réformes des retraites. On en a également en Europe. Toutes les réformes vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'on recule l'âge de la retraite, pour le dire rapidement. Ça peut passer par une augmentation de la durée de cotisation requise, mais on a une augmentation de l'âge de la retraite, de l'ouverture des droits, qui correspond peu ou prou à ce qu'on observe aussi en population générale en termes d'augmentation de l'espérance de vie. Donc en France, cette question du recul de l'âge de la retraite a été posée très tôt. On a également essayé de poser la question de la pénibilité.
Donc, dans la réforme des retraites de 2003, c'est à l'époque Fillon qui a introduit explicitement la notion de pénibilité et qui a dit en gros aux partenaires sociaux, eh bien, tentez entre vous de négocier, de définir ce qu'est la pénibilité. Bon, ça a été un échec cuisant. La pénibilité, c'est effectivement très difficile à mesurer. C'est très difficile de savoir comment imputer dans la dégradation de la santé ce qui est lié à de la pénibilité. Hein, c'est un point que j'avais déjà soulevé. En 2010, on a une nouvelle loi qui vient proposer une définition de la pénibilité, qui crée une retraite anticipée pour pénibilité et qui promeut davantage la prévention des risques professionnels, notamment via une pénalité incitant à négocier des accords de branche ou des plans d'action. En 2014, on a un compte personnel de prévention de la pénibilité qui est institué, dont le but est de permettre aux salariés exposés à certains facteurs de pénibilité, avec le respect d'un certain nombre de seuils, eh bien, d'accumuler des points et de pouvoir les utiliser pour prétendre à des droits à la retraite ou de cessation d'activité prématurée. Le C3P, donc c'est le compte pénibilité, donne droit à une compensation qui est liée à l'exposition à 10 facteurs de risque professionnel. Ça, c'était le C3P. Donc, C3P, 3P, c'est compte personnel de prévention et de pénibilité. Hein. C'est pour ça qu'on dit la 3P, quoi, tout simplement. Et donc, dans sa première version, ce n'est pas la version courante, c'était l'exposition à 10 facteurs de risque professionnel. On va voir maintenant les facteurs de risque qui sont maintenus. Donc, tous les salariés du régime général ou du régime agricole exposés à un ou plusieurs des 10 critères de pénibilité et qui dépassaient les seuils réglementaires étaient concernés par ce compte pénibilité. Et on avait, d'après l'enquête conditions de travail, qui est une enquête de la DARES, la DARES, c'est la direction de la recherche du ministère du Travail en France, un tiers des salariés qui déclaraient subir au moins 3 contraintes, parmi les suivantes: devoir rester longtemps debout, rester longtemps dans une posture pénible, effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents, devoir porter ou déplacer des charges lourdes et subir des secousses ou des vibrations. C'est une proportion qui est très élevée. C'est vraiment une spécificité franco-française d'avoir autant de pénibilité. On a une nouvelle ordonnance en 2017 qui instaure finalement le C2P. Bon, ça n'a pas beaucoup changé sur la terminologie, le compte professionnel de prévention. Et ce compte professionnel, je vous en parle un peu plus ici pour que vous compreniez un petit peu le type de conditions de travail qui va être directement pris en compte dans le compte pénibilité tel qu'il existe aujourd'hui. Vous voyez que maintenant, on a 6 facteurs. Je vous avais annoncé 10 facteurs dans la première version de 2014. 6 uniquement subsistent depuis 2017. On a 3 facteurs qui sont liés au rythme de travail, avec le travail de nuit. Je vous ai donné les définitions pour ceux qui sont intéressés, pour que vous compreniez qu'on mesure à la fois une forme d'intensité, mais aussi une forme de durée. L'intensité pour le travail de nuit, c'est 1 heure de travail entre minuit et 5 heures du matin, pendant au moins 120 nuits par an. Et à partir du moment où le salarié est dans cette situation-là, il va pouvoir bénéficier de ce compte pénibilité. Donc, on a le travail de nuit, on a ce qu'on appelle les 3-8, le travail en équipe successive alternante, au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures du matin, durant au moins 50 nuits par an. Et le travail à la chaîne répétitif, ça va être 15 actions techniques pour un temps de cycle inférieur à 30 secondes ou égal à 30 secondes, ou bien 30 actions techniques pour un temps de cycle inférieur à 60 secondes. C'est un petit peu technique, mais ça permet aux spécialistes évidemment de s'y retrouver durant au moins 900 heures par an. C'est l'employeur qui déclare les conditions de travail. D'accord, ça c'est un élément aussi qui est important. On peut avoir évidemment des dissonances entre la pénibilité ressentie par le salarié et ce que juge être une exposition au risque l'employeur. Donc 3 facteurs liés au rythme de travail, également 3 facteurs liés à un environnement physique agressif. Le premier, c'est le travail en milieu hyperbar, donc avec de l'hyperpression, 1200 hectopascales au moins sur 60 interventions ou travaux par an. L'exposition à des températures extrêmes,
ou bien très froid, moins de 5 degrés, ou bien au-delà de 30 degrés, pendant au moins 900 heures par an. Donc évidemment, ces seuils-là s'appuient sur la littérature médicale, dans laquelle on a prouvé l'effet, le caractère pathogène de ces expositions. Et puis l'exposition au bruit également, à raison de plus de 80 décibels en permanence pendant au moins 600 heures par an, ou plus de 120 poussées sonores, alors je ne sais plus à combien de décibels ça correspond, par an, à plus de 135 décibels, on les a ici. Donc voilà, je vous ai donné cette cartographie là, qui est assez précise, mais qui peuvent vous permettre, pour éventuellement les personnes qui sont spécialistes dans la salle virtuelle, de se rendre compte un petit peu du type de conditions de travail qui, en France, justifie une compensation. Cette compensation, donc à travers le compte pénibilité, permet au salarié qui va être dans un des cas de figure que j'ai cité précédemment, eh bien d'accumuler des points, au maximum jusqu'à 100 points, et d'envisager 3 utilisations possibles de ce compte pénibilité. Partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité, donc une sorte d'adaptabilité, de reconversion, bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire, et finalement partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse. On l'évoquait, je crois, hier, cette question-là. Au maximum, la retraite peut être anticipée de 2 ans. On peut aller jusqu'à 2 ans maximum pour ceux qui ont vraiment des expositions maximales. Donc, voilà ces éléments de contexte que je voulais vous présenter. Avant de vous présenter les quelques éléments tirés de cet article publié dans une revue qui s'appelle Économie et prévision, c'est un article en français que vous pouvez trouver facilement. Ici, on essaye de mesurer l'effet propre des conditions de travail physiques et psychosociales rencontrées durant l'ensemble de la carrière professionnelle sur la santé physique et mentale autodéclarée et la consommation de médicaments des retraités. Donc, on va utiliser une des enquêtes que je vous ai déjà présentées, qui est l'enquête SIP, SIP signifiant santé et itinéraire professionnel. Enquête disposant de 2 vagues, une vague d'interrogation en 2006, une vague d'interrogation en 2010, et qui permet en 2006 de travailler sur une grille biographique rétrospective, où les individus vont donc renseigner, depuis l'entrée sur le marché du travail, tous les épisodes de santé et de travail, et notamment toutes les expositions aux conditions de travail, un certain nombre de conditions de travail que je vais vous préciser ici. Le champ de cette étude, c'est à peu près 3000 retraités qui sont jeunes en 2010. On est sur des jeunes retraités, ils ont moins de 80 ans et qui ont au moins travaillé 10 ans. On a choisi de considérer des gens qui avaient au moins travaillé 10 ans, puisque, évidemment, on va essayer d'identifier des conditions de travail. Donc, par rapport aux éléments dont je vous parlais précédemment, vous voyez bien que les gens qui ont travaillé au moins 10 ans sont déjà un petit peu sélectionnés. Alors, j'avais pas vu les questions. Je vais peut-être essayer de voir si je peux y répondre. Il y a une question de Saïd. Merci. Les études que vous présentez ne confortent-elles pas l'idéologie puritaine du travail, d'un côté travail qui a des effets positifs par des caractéristiques individuelles? Alors, non, les effets négatifs, les effets négatifs sont pas liés à des caractéristiques individuelles. Là, les effets négatifs que je mets en lumière sont plutôt liés à des caractéristiques entreprises, des caractéristiques qui sont liées aux conditions de travail et d'emploi, et donc qui s'opèrent dans la négociation, si négociation il y a, entre le salarié et l'employeur. Donc on n'est pas tant là sur quelque chose qui serait un petit peu binaire comme ce que vous suggérez. Je ne trouve plus la question de Saïd. Bon. La question a disparu, non, Esteban? Je sais pas. Oui, la question a disparu. D'accord. Ça doit être une fausse manœuvre, mais tu y as répondu. Il y a une autre question, le cas échéant, qui vient d'arriver. Oui. Alors, j'ai un Thomas, je ne sais pas si c'est le même Thomas que les fois précédentes. Vous auriez des exemples de métiers qui remplissent ces critères de pénibilité? Éboueur, infirmier, oui, bien sûr. Alors là, j'ai pas une approche par métier,
Mais vous voyez que les critères de pénibilité qui sont évoqués, alors je reviendrai sur les métiers à forte pénibilité dans la synthèse de demain. Mais les critères de pénibilité qui sont reconnus par le législateur, en tout cas en France, vous avez constaté qu'il renvoie, je reprends ça, je remonte un petit peu, il renvoie au rythme de travail, il renvoie à l'environnement physique agressif. Finalement, il renvoie très peu aux risques psychosociaux. Donc évidemment, ça renforce les métiers de la restauration, les métiers, les ouvriers du bâtiment, les infirmiers bien sûr, parce que lorsqu'on porte des personnes, on a évidemment des troubles musculo-squelettiques importants, les éboueurs évidemment, mais là on est sur des critères de pénibilité physique. L'exposition à de la pénibilité ressentie ou psychosociale, elle n'est pas reconnue sur le plan réglementaire, en tout cas en France. Vous comprendrez assez facilement qu'elle est beaucoup plus compliquée à mesurer, à évaluer. Donc en France, en tout cas, on a mis beaucoup de temps déjà à s'entendre sur des critères pour la pénibilité physique. Il reste cet angle mort de la pénibilité ressentie. Donc, si je peux le principe… Oui, bien sûr. Juste sur la question des éboueurs, quand je vois les 6 critères que tu as énoncés, je ne retrouve pas les éboueurs là-dedans. Ils ne travaillent pas spécialement la nuit, ils travaillent tôt le matin, mais pas spécialement la nuit. Ils ne font pas du 3-8, si je pense à nos éboueurs bruxellois en tout cas. Oui. Pas dire qu'ils fassent du travail à la chaîne, et ils ne sont pas soumis, en tout cas 900 heures par an à des températures extrêmes. Non, donc, tu as parfaitement raison. C'est quand même il y a des trous dans la raquette là, et effectivement là. Thomas a une intervention tout à fait pertinente, puisque les éboueurs, quand on regarde bien, tu as raison, ne sont pas concernés par ces facteurs de risque. Donc c'est évidemment extrêmement discutable, puisqu'ils ont des contraintes de travail qui sont très difficiles, et dans des pays tempérés, les températures extrêmes ne sont pas fréquentes, alors qu'on sait que le travail en extérieur est éprouvant intrinsèquement. Qu'est-ce qui ressort de notre étude? Eh bien, oui, je le développe un petit peu après. Donc, je vous donne le principal résultat. Le principal résultat, c'est que on a un rôle négatif des conditions de travail sur la santé physique et mentale des retraités. Ça joue sur les deux aspects. Avec un lien tout particulier, un petit peu, il y a des modèles spécialisés. Quand on a eu des contraintes de travail physique, c'est la santé physique qui va être altérée. Alors, ce qui est intéressant et à la fois effrayant, c'est que ces contraintes de travail, là, on les observe, je vous le disais précédemment, en début de carrière. Parce que c'est les personnes qui sont confrontées aux conditions de travail les plus pénibles ont commencé à travailler très tôt. Et donc, c'est dans les premières années de travail notamment qu'ils ont atteint ces seuils. Alors certains ont pu se reconvertir, passer sur d'autres métiers moins pénibles, mais donc on parle d'exposition à des risques à l'âge de 25 ans, et on parle, maximum, parce que les seuils sont atteints à 22-23 ans, et on parle d'effets qui interviennent 40 ans plus tard, quand les personnes sont à la retraite. Et ces analyses, ce sont des analyses toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que je contrôle de tout un tas d'autres variables qui expliquent la santé. Ça veut dire qu'on a un effet causal qui persiste, toutes choses égales par ailleurs, donc c'est extrêmement puissant comme résultat et préoccupant. D'autant plus que ce qu'on trouve dans cette étude, c'est que l'exposition cette fois-ci à des RPS, à des risques psychosociaux, touche la santé mentale, touche aussi la santé physique, et accroît la consommation d'antidépresseurs et de somnifères. Donc ça veut dire qu'il y a une résistance, il y a un effet mémoire des conditions de travail pénibles vécues en début de carrière professionnelle qui se ressent encore sur la santé des retraités, mais également sur la consommation de médicaments, notamment de type antidépresseurs et somnifères. Donc ça veut dire que c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu économique, évidemment. C'est un enjeu aussi pour la sécurité sociale, puisque évidemment que dans nos pays européens, eh bien, le médicament est pris en charge en partie par la sécurité sociale. Et donc, vous voyez bien que finalement,
dans les déterminants de cette consommation d'antidépresseurs et de somnifères, eh bien, il y a des éléments de l'histoire personnelle des individus qui se nouent en milieu professionnel face à des conditions de travail pénibles et qui peuvent expliquer une partie de la surconsommation qu'on observe. Je vais vous montrer quelques résultats chiffrés, puis vous donner de manière un peu plus précise les indicateurs qu'on a retenus dans cette étude. Alors, comment on a défini les contraintes physiques et psychosociales? Comment on a défini aussi les seuils d'exposition? Alors, l'idée, c'était évidemment de s'inspirer de la loi telle qu'elle était proposée en 2014. Le travail avait commencé avant le nouveau compte pénibilité de 2017, donc on se fondait sur l'indicateur, sur le compte de pénibilité de 2014. Et on s'est dit, bah, tiens, le législateur, en fait, nous dit que si on a une exposition unique, donc un des indicateurs dont je parlais tout à l'heure, à une contrainte durant 8 ans, bah, on rentre dans le compte pénibilité, ou alors 4 années d'exposition à au moins 2 contraintes. Donc en fait, on a combiné ces aspects-là pour que nos seuils d'exposition, notamment le seuil d'exposition physique que vous avez à droite ici, eh bien, correspondent au seuil du législateur. À quoi correspond le 0,43? Ben, c'est simplement que 43% de notre population retraitée, c'est un chiffre énorme, a atteint ce seuil physique et donc aurait pu prétendre à une compensation de la pénibilité physique ressentie pendant sa carrière. Si évidemment ce compte pénibilité était relevé du ressenti des individus. Je vous ai dit que ça relevait de l'employeur. Donc, les indicateurs qu'on a dans l'enquête sont intéressants et certains sont directement corrélés évidemment aux indicateurs du compte pénibilité. On a des conditions de travail physique, on a le travail de nuit, on a le travail répétitif, on a la haute exigence physique et on a l'exposition à des substances nocives. On a également les risques psychosociaux. Donc on a dit, hein, les risques psychosociaux, ils ne sont pas reconnus par la loi française, mais on a quand même dit que finalement, le seuil psychosocial, c'était la même chose. En fait, le seuil psychosocial, c'était une exposition unique à un risque psychosocial pendant 8 ans, ou bien 4 années d'exposition à un risque psychosocial pour au moins 2 contraintes psychosociales. Voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est un jeu d'exposition et de durée. Et les risques psychosociaux qu'on a ici, et qui traduisent ce terme-là, c'est le faible emploi des compétences. Donc, on ne sent pas que nos compétences sont utilisées à leur juste valeur. On travaille sous pression, on travaille dans un climat de tension avec le public. On a une faible reconnaissance de notre travail. On a une conciliation difficile entre le travail et la famille. Ou alors, on a des mauvaises relations de travail. Tous ces items, en fait, renvoient à ce qu'on appelle les risques psychosociaux au travail, qui sont donc de plus en plus importants dans nos économies contemporaines. C'est ce que je disais dans la première séance. Quand on regarde le seuil psychosocial, on voit que 34% de nos retraités ont atteint, durant leur carrière professionnelle, ce seuil psychosocial qui aurait pu justifier une compensation si le législateur français avait tenté de compenser les risques psychosociaux avec les mêmes règles que ceux utilisés pour les contraintes physiques. Alors, par rapport à la question de Thomas, qui poursuit un petit peu ce qu'il disait précédemment, mais pardon, je crois que c'est moi qui me suis trompé. C'est moi qui mets à la poubelle le truc au lieu de mettre un pouce. Je voulais mettre un like sur vos questions et je crois que malheureusement, j'en mets certaines à la poubelle. Donc, c'est de mon fait, en fait, pardon. Donc, la question de Thomas qui poursuit un petit peu la précédente, je vous donnerai des éléments sur notamment les enquêtes de la DARES en France qui vont sur des analyses fines par métier, ce que je n'ai pas fait moi dans mes travaux. Donc, j'essaierai peut-être, je regarderai comment en parler demain dans la synthèse, puisque c'est des éléments qui vous intéressent. Je vais donc appuyer sur le pouce et pas sur la poubelle cette fois-ci. Voilà, pardon. OK. Alors, autre élément que je voulais vous montrer sur la base donc, de cet article. Donc, parmi nos 3000 retraités, on a 43% qui nous disent souffrir d'une mauvaise santé perçue, souffrir d'une maladie chronique, 54%.
D'accord? Donc évidemment, là, c'est un niveau très élevé. La limitation d'activité, hein, souvenez-vous, c'est cet indicateur un petit peu large. Êtes-vous limité dans les activités que font les gens habituellement au cours des 6 derniers mois? Toujours notre anxiété, notre dépression, hein, qui correspondent aux indicateurs que je vous avais déjà montrés. Donc vous voyez que là, ces troubles mentaux communs sont beaucoup moins prévalents dans la population. On a simplement 5% des retraités. Je vous rappelle que ce sont de jeunes retraités qui déclarent souffrir d'anxiété, 6% qui déclarent souffrir de dépression. Et quand on regarde la consommation de médicaments, c'est également intéressant. On a 9% de notre échantillon qui consomment des antidépresseurs, 12% des somnifères, 16% des anxiolytiques. Alors, vous avez ici le résultat des analyses économétriques qui sont présentées sous la forme d'odds ratio. Alors, je ne sais pas si vous êtes coutumier de ce type de méthode qu'on trouve en santé publique. Je vais essayer de vous traduire ça assez facilement parce qu'en fait, c'est du risque relatif. Si on regarde le premier encadré, là, le 1,21, il y a un petit astérisque, ça veut dire que le résultat est significatif. Plus vous avez d'astérisques et plus le résultat est significatif. Donc, on ne regarde que les résultats significatifs. Les autres ne nous intéressent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas statistiquement d'effet significatif. Donc là, je vous ai le 1,21 signifie qu'une personne retraitée qui, durant sa carrière, a été confrontée à des conditions de travail physiques qui ont atteint le seuil de la loi, eh bien, va déclarer une santé perçue négative augmentée de 21%. La probabilité de déclarer une mauvaise santé perçue va s'accroître de 21% par rapport à un retraité qui n'a pas atteint ce seuil-là. Donc, il peut avoir eu des conditions de travail pénibles, mais pas suffisamment pour atteindre le seuil de la loi. On peut aussi avoir des personnes qui n'ont pas eu de conditions de travail pénibles. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire corrigées d'un certain nombre de variables, d'âge, d'emploi, etc. Si on essaie de lire de la même manière le 1,24 sur la même ligne, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'un retraité qui a été confronté à des niveaux élevés de conditions de travail physique va déclarer 24% en plus de limitation d'activité qu'un retraité qui n'a pas subi un tel niveau de conditions de travail physique. D'accord? N'hésitez pas à me dire à m'écrire, pardon, si c'est pas clair. Qu'est-ce que signifie la deuxième ligne, le seuil psychosocial? Eh bien, c'est la même chose. Une personne, un retraité, qui au cours de sa carrière va être confronté à des conditions de travail du type risques psychosociaux au travail, qui vont conduire à atteindre un seuil important, donc à un niveau élevé, eh bien, va déclarer 22%, la probabilité de déclarer une mauvaise santé perçue va s'accroître de 22%. Le 1,22, c'est en fait 22% de plus qu'une personne qui n'a pas atteint ce niveau de conditions de travail pénibles en termes de risques psychosociaux au travail. On appelle ça un odds ratio ou un risque relatif pour le dire rapidement. On va regarder, donc là, on avait regardé des indicateurs de santé physique, de la santé physique en 2010, quand la personne est retraitée. Okay, et on a regardé l'effet des conditions de travail passées, toutes choses égales par ailleurs, sur la santé des individus. Regardons maintenant, et là c'est très intéressant, l'effet sur la santé mentale. Donc c'est le tableau qui est le tableau 3, hein, j'ai fait des photographies de notre article. L'effet des conditions de travail sur la probabilité pour un retraité de se déclarer en mauvaise santé mentale en 2010. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe, regardons la première ligne, que des personnes qui ont été confrontées à un niveau de conditions de travail physique très pénible ne voient pas leur santé mentale significativement altérée par rapport à des personnes qui n'ont pas été confrontées à des conditions de travail physiques pénibles. D'accord? On voit pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, sur cette ligne-là, vous n'avez jamais de petit astérisque, ce qui signifie que
Ce qui signifie que, comme il n'y a pas de petit astérisque, qu'on n'a pas d'effet significatif. Si je regarde ici le 1,25 que vous trouvez pour les troubles anxieux en face de la ligne seuil physique, il n'y a pas d'astérisque. Ça signifie que le fait d'avoir été confronté à des conditions de travail physiques très pénibles n'altère pas la santé mentale en 2010 par rapport à des gens qui n'ont pas été confrontés à ces conditions de travail physiques. D'accord? Ce qu'on constate, en revanche, c'est la dernière ligne. Donc le seuil psychosocial, c'est que des personnes qui ont été confrontées à des risques psychosociaux au travail de manière très intensive dans leur carrière, eh bien ces personnes-là, systématiquement, vont avoir une santé mentale beaucoup plus dégradée. On le voit sur l'anxiété. La probabilité de déclarer des troubles anxieux généralisés augmente de 77% pour un retraité qui nous déclare avoir été confronté à des risques psychosociaux au travail durant sa carrière de manière importante. La dépression augmente de 62%. La consommation d'antidépresseurs augmente de 30%. La consommation de somnifères augmente de 29%. Donc, si on fait une petite synthèse de ces deux tableaux, ce qu'on observe et qui est évidemment très intéressant et très ennuyeux, c'est que l'exposition à des risques psychosociaux au travail joue sur la santé physique autoreportée, sur les limitations d'activité autoreportée, sur l'anxiété, la dépression, la consommation d'antidépresseurs et de somnifères. Donc, elle joue sur toutes les dimensions de la santé. Alors que les conditions de travail physique, que je ne cherche pas à nuancer, évidemment, je vous donne simplement les résultats de cette étude, jouent sur la santé perçue et sur les limitations d'activité exclusivement. Donc évidemment, c'est un résultat qui est extrêmement éclairant et intéressant, me semble-t-il. On va maintenant sur le chômage, l'inactivité et la perte d'emploi. Alors, dans la mesure où les individus hors du marché du travail sont en moyenne en moins bonne santé que la population au travail, eh bien, de la même manière, on a des problèmes un petit peu méthodologiques qu'on essaye de relever. Établir des relations de cause à effet entre le non-emploi et une santé dégradée, ça s'avère aussi difficile en l'absence de données longitudinales. On a dans la littérature qui essaye de mettre en place des corrélations, donc pas des causalités, mais des corrélations. On a une association entre chômage et état de santé dégradé. En France, eh bien, la survenue d'épisodes de précarité au cours de la vie est corrélée à des problèmes de santé qui surviennent 2 fois plus fréquemment. Mais là encore, on est sur des phénomènes d'association, on n'est pas encore sur de la causalité un petit peu plus fine. Donc, je vais citer ici des travaux qui vont tenter justement de prendre rigoureusement en compte ces liens de causalité. On a une étude, par exemple, de Browning et Heinezen en 2012, qui identifie, en lien avec la perte d'emploi, un risque de surmortalité. Donc là, le fait de perdre son emploi induit un risque de surmortalité par maladie circulatoire, suicide, hospitalisation due à des accidents de la route, maladie liée à l'alcool et à des troubles psychiatriques. Donc on a une causalité extrêmement claire ici entre la perte d'emploi et une surmortalité avérée. Ces résultats sont convergents avec ceux de Kuhn et al. En 2009, qui soulignent que la perte d'emploi à la suite d'une fermeture d'usine va augmenter les dépenses publiques de santé. Donc, ce qui veut dire en creux qu'on va avoir une consommation de soins, un besoin de soins sans doute plus important au moment de la perte d'emploi. On a d'autres études qui peuvent aller minimiser un petit peu ces résultats-là. On a par exemple Ostus, ça c'est des données scandinaves qui montrent qu'il y a un effet transitoire négatif sur la santé mentale, mais qu'il n'y a aucun effet sur la santé physique. Vous voyez que systématiquement, en fait, les deux dimensions santé physique et santé mentale renvoient à des altérations de la santé qui sont très différentes. Et c'est très important de tenter de bien dissocier ces deux aspects-là. On a une autre étude aussi sur données européennes de Dave Caroli et Mathilde Godard qui constate que l'insécurité de l'emploi a un effet négatif sur les maux de tête, la fatigue oculaire et des problèmes de peau. Donc là, il cible des éléments très particuliers. En France, on a un petit peu évoqué les hommes qui ont connu plus de 6 mois de chômage
entre 2006 et 2010 voient leur risque de dépression majeure ou d'anxiété généralisée s'accroître par rapport à ceux qui sont restés en emploi durant toute la période. Souvenez-vous, je vous l'avais dit quand on avait regardé la relation inverse hier, pour une fois, ce sont les hommes ici qui sont plutôt en situation de fragilité quand on regarde la relation, dans les deux sens d'ailleurs, entre chômage et santé mentale. Donc dans l'ensemble, la littérature internationale sur le chômage et la perte d'emploi conclut plutôt un effet délétère sur la santé. Alors après, on a aussi des éléments qui peuvent venir nuancer un petit peu cette relation-là. Imaginons que la santé, imaginons qu'on annonce des licenciements collectifs. Votre santé, elle peut se dégrader finalement avant que vous perdiez votre emploi. Donc, on peut avoir des phénomènes d'anticipation ou de perte de bien-être qui peuvent apparaître avant la perte d'emploi. Donc, ce qui peut rendre compliqué le lien causal parce que finalement, on a déjà anticipé les effets néfastes de la perte d'emploi et ça altère déjà évidemment notre bien-être et notre santé mentale. Donc, l'anticipation de ce choc, entre guillemets, peut aussi expliquer dans certaines études l'absence d'un lien entre perte d'emploi et santé parce que du coup, on l'a déjà internalisé plus tôt. OK. Dernier aspect que je souhaite vous présenter ce soir, c'est un aspect lié à la retraite. On a regardé donc l'emploi, on a vu ses côtés positifs et ses côtés négatifs, on a vu brièvement le chômage et l'inactivité. On va maintenant regarder la retraite dans les 5 derniers slides que je vous propose ce soir. Il y a deux hypothèses concurrentes qui s'opposent dans la littérature, qui traitent du rôle de la retraite sur l'état de santé. Si on y réfléchit un instant, sont assez faciles à comprendre ces hypothèses. La première hypothèse, que certains ont appelée le retirement blues ou le unhealthy retirement, c'est l'effet négatif de la retraite sur la santé. Cet effet négatif, il est assez facile à comprendre. On vous sort d'un milieu intellectuellement extrêmement intéressant, où on a des interactions sociales, donc on a une perte de rôle social, on a une réduction du capital social et des interactions. Et donc ça va conduire à une détérioration de la santé. L'hypothèse sous-jacente, qui est réalisée ici, elle confère en fait à l'environnement de travail un pouvoir qui est plus stimulant, sur le plan cognitif notamment, que la prise de retraite. Donc là, évidemment, ça dépend beaucoup de votre satisfaction au travail, du type d'emploi et de la position que vous occupez, évidemment, dans votre entreprise ou dans votre travail. La retraite anticipée, elle a une influence négative sur les capacités cognitives. Alors pourquoi? Eh bien parce que souvent, la retraite anticipée, elle est liée à des problèmes de santé. D'accord? Donc là encore, il faut réussir à dénouer les causalités. D'autres études parviennent à des résultats similaires, notamment sur les maladies chroniques, sur les capacités cognitives, on l'a déjà dit, sur la dépression et les limitations de la mobilité. Donc vous voyez que évidemment cette hypothèse elle est avérée, a fortiori si vous ne choisissez pas de partir, si vous êtes très attaché à votre emploi et si concrètement vous avez très peu investi votre sphère privée, la sphère associative et les intérêts que vous pouvez avoir ou les valorisations que vous pouvez avoir dans des activités qui sont non productives. Par exemple, le bénévolat, comme le citait une des personnes tout à l'heure. La seconde hypothèse, contraire, postule que la retraite, évidemment, elle peut être salvatrice. Elle peut libérer les individus de situations de tension professionnelle et peut donc améliorer leur état de santé à court terme. Ce cercle vertueux peut être durable si les individus ont la capacité d'investir dans leur santé. Donc évidemment, si on a un revenu aussi qui permet de le faire. Donc là, la retraite peut apparaître bénéfique pour la santé. Il y a plein de travaux qui le montrent, en Allemagne, en Israël, on a aussi ici l'Europe. L'effet positif peut être transitoire de la retraite sur la santé physique chez les hommes, c'est ce que montre Band et Weidman sur données britanniques.
On a montré sur données françaises, des collègues de Dauphine notamment, un effet négatif de la réforme du régime de retraite de 93 qui proposait un allongement de la durée de période de cotisation sur la santé, mais exclusivement pour les personnes peu diplômées. Alors ça peut passer par quoi? Si on impose un allongement de la durée de cotisation requise, vous voyez bien que ça nous oblige à travailler plus longtemps. Si je suis peu diplômé, si je suis dans un emploi qui est très pénible, je suis obligé, contraint de rester plus longtemps en emploi, parce que si je pars plus tôt, eh bien, j'ai une décote très, très forte, c'est-à-dire que je perds une partie très importante de ma pension de retraite. Donc finalement, je vais subir des conditions de travail pénibles plus longtemps, donc ça va avoir un effet plus délétère sur ma santé. Donc la probabilité de se déclarer en mauvaise santé est significativement plus faible pour les retraités que pour les individus qui restent en emploi à des âges avancés. Donc évidemment, la date de départ à la retraite est très importante. Plus je pars tôt, plus je pars tard, pardon, et plus je suis déjà sélectionné. Je suis plutôt en bonne santé, j'ai plutôt une forte satisfaction pour mon travail. C'est vrai dans la plupart des métiers, sans doute moins pour des métiers comme les agriculteurs, où là, je suis contraint, ou alors les gens qui ont leur propre commerce, ou les libéraux. Parce que ceux-là, les indépendants, eh bien, vont pas toujours avoir une pension de retraite d'un très haut niveau et donc vont devoir rester en activité plus longtemps, alors que leur santé n'est pas forcément bonne, mais pour des raisons financières aussi. Mais majoritairement, les gens qui restent longtemps sur le marché du travail sont sélectionnés par leur santé. Donc, bon, on a deux hypothèses. Comment on fait pour trancher entre les deux? C'est compliqué. Vous le voyez, je vous l'ai déjà indiqué, ça dépend de l'âge de départ à la retraite et savoir si ça a été une contrainte ou un choix. Ça dépend aussi de la durée de retraite, depuis combien de temps je suis à la retraite. Ces deux paramètres jouent et expliquent finalement les disparités qu'on peut trouver dans la littérature. C'est ce que défendent Mazzona et Peracci, que l'effet positif de la retraite sur la santé est souvent lié à la retraite anticipée, concerne principalement les individus ayant commencé leur carrière tôt et donc très exposés aux contraintes physiques du travail. Donc, c'est des éléments que j'ai déjà indiqués. Plus on prend la retraite tôt et plus on attend aussi des effets positifs sur les capacités cognitives, parce que c'est souvent des gens qui ont été confrontés à des conditions de travail pénibles. L'effet négatif de la retraite, en fait, il peut ne pas être instantané. On peut avoir un effet positif à court terme et un effet négatif à long terme. En France, les expositions à des conditions de travail préjudiciables sont réputées avoir des effets cumulatifs et de long terme sur l'état de santé. On l'a déjà évoqué avec l'étude précédente. Alors, pour terminer pour aujourd'hui, je voulais vous présenter une étude qui va paraître plus prochainement, qui va être publiée, qui a été acceptée qui est un article qui est rédigé en anglais, dans une revue française, bon, c'est comme ça, où là on cherche à mesurer l'effet de la retraite sur la santé, tout simplement. Voilà, on essaie de répondre à cette question-là sur données françaises, toujours avec notre même enquête extrêmement riche, qu'on essaie d'exploiter, vous voyez, de différentes manières. Et donc là, on mesure l'effet causal de la retraite sur la santé et on essaie notamment de démêler, de distinguer les individus selon leur niveau d'exposition passé à des conditions de travail pénibles. Qu'est-ce qu'on montre? On a donc 6500 personnes, là, âgées de 45 à 74 ans en 2010, et au sein de ces personnes-là, on a 2750 retraités. Quel est le résultat principal qu'on trouve? Eh bien, c'est que la retraite joue un rôle positif sur la santé physique et mentale. Ça apparaît très clairement et c'est très robuste à tout un tas de modèles différents. Et quand on regarde de manière un peu plus fine les choses, cet effet positif est beaucoup plus prononcé pour les hommes qui n'ont pas de diplôme, qui ont été exposés à des conditions de travail physiques très pénibles. Pour ceux-là, eh bien, la probabilité de se déclarer en mauvaise santé baisse. La retraite, en fait, apparaît comme très positive. Et donc, la probabilité de se déclarer en mauvaise santé baisse dans toutes ces dimensions, de 21 points de pourcentage pour la santé perçue, mais également pour les maladies chroniques, pour les limitations d'activité, pour l'anxiété et pour la dépression, avec un différentiel de 8 points de pourcentage dans la prévalence
de ces problèmes de santé-là par rapport à une personne qui n'a pas pris sa retraite à ce moment-là. Pour terminer, je voulais vous présenter aussi c'est issu de notre travail là, c'est l'effet finalement, une question qui pourrait m'être posée, c'est mais comment la santé évolue avec l'âge? Est-ce que c'est la retraite est-ce qu'il va y avoir un choc à l'âge de 60 ans? Et finalement, on dirait que c'est lié à la retraite et puis c'est lié à simplement un effet d'âge. Eh bien non, il y a pas de phénomène de non-linéarité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choc qu'on observe à l'âge de 60 ans particulièrement. Qu'est-ce qu'on observe? Les 2 courbes du bas, c'est l'anxiété et la dépression. Donc vous voyez que l'anxiété et la dépression, ça augmente un tout petit peu dans notre échantillon, mais ce n'est pas forcément lié à l'âge. On n'a pas. Donc là, c'est simplement, c'est très brut, hein, c'est la relation entre l'âge et la santé. On sait que cette relation, elle est décroissante, hein, qu'évidemment que notre santé se détériore avec l'âge. L'évolution la plus importante, c'est les chronic diseases, c'est les maladies chroniques. C'est vraiment c'est l'indicateur qui est le plus corrélé à l'âge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait évidemment sur le plan médical. Vous voyez ensuite la croix, c'est la santé perçue mauvaise ou très mauvaise, qui augmente également avec l'âge. Et puis les limitations d'activité qui augmentent également avec l'âge. Donc je vous mettrai dans le petit document qu'on mettra en ligne, peut-être demain, j'enverrai ça aux organisateurs, les références bibliographiques aussi de cet article-là qui devrait être accessible pas dans les prochaines semaines, plutôt ça se compte en mois, pour que ce soit accessible sur le site si ça peut intéresser certains d'entre vous. Voilà les éléments que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez qu'on échange. Voilà, merci. Voilà, nous regardons la conversation pour le cas où il y aurait des questions. On a un petit moment, donc n'hésitez pas à poser des questions. Allez-y, promis, je ne les mettrai pas à la poubelle. Hein. En tout cas, merci d'avoir rompu l'anonymat pour Zoé, Saïd, Thomas et les autres. Là, c'est plus agréable d'avoir une armée d'anonymous masqués. Voilà, donc moi ce n'est pas vraiment une question, mais d'une certaine manière, un étonnement que j'ai déjà un peu exprimé par rapport à ce compte pénibilité, hein, où finalement, quand on voit les critères pour pouvoir bénéficier de points pour au total, dans le meilleur, enfin, à part d'autres perspectives quand même, que d'autres possibilités, mais en tout cas avoir la possibilité de quitter l'emploi 2 ans, de façon anticipée de 2 ans, quoi, hein, 2 ans avant la retraite, c'est extrêmement restrictif, hein. Je regardais, enfin, on réfléchissait au cas des éboueurs qui, de toute évidence, ont un métier pénible. Et puis, bon, il se fait que moi, avec une équipe de collègues, dont des économistes, hein, Ilan Tojerov était dans le coup, on a réfléchi à la question de la réduction collective du temps de travail pour le métier d'éboueur. Hein, et c'est évident, d'après toutes les informations qu'on avait déjà et toutes celles qu'on a réunies à cette occasion-là, que c'est un travail pénible qui occasionne énormément de problèmes au dos. Je veux dire, courir après le camion, on le fait pendant quelques années et forcément, après quelques années de travail, les gens ont des problèmes. Et d'ailleurs, il faut essayer de les reconvertir dans l'entreprise vers des activités un peu moins lourdes, comme le balayage des rues et des choses comme ça. Hein. Et quand on donc que ces gens aient à presque tous les coups des problèmes de santé en cours de carrière, c'est une évidence. Personne ne peut le contester. Et quand on regarde ces critères, effectivement, cet élément
de la charge de travail n'intervient pas. Hein, donc, ces travailleurs ne pourraient pas bénéficier d'une réduction de la durée de leur carrière. C'est assez interpellant. Quand je regarde les infirmières, ce n'est pas le cas non plus, parce que, du moins dans le régime que je connais en Belgique, il y a une partie des infirmières qui travaillent la nuit. Hein. C'est ce qu'on appelle souvent des veilleuses qui travaillent que la nuit, et celles-là, effectivement, rentrent dans les cases. Mais une bonne partie des infirmières travaillent en alternance le matin ou l'après-midi. Elles ne sont pas dans un régime de 3-8, quoi. Hein. Il n'y a pas cette rotation avec le travail de nuit. Ça, c'est du moins ce que je connais de la Belgique. C'est le régime le plus fréquent pour les infirmières et les aides-soignantes. Donc, c'est plutôt une... Et donc, ce système qui est mis en place en France, mais je vous dirai 2 mots pour la Belgique également, ne remplace aucunement les accords sectoriels qui existaient avant, qui ont tous été balayés par des mesures linéaires. Hein. Il faut que tout le monde travaille plus longtemps. Après, il y a des exceptions. Hein. Ça, c'est le système qui est mis en place maintenant un peu partout. Hein. On prolonge la durée des carrières pour tout le monde, et puis ceux qui, selon certains critères, certains pourraient échapper à cette prolongation d'une certaine manière. Ça ne remplace aucunement les accords sectoriels qui étaient permis auparavant sous la forme de pré-retraite. Nous, on appelle ça des pré-pensions, hein, mais tout ça a été fortement restreint ces dernières années, et où là, partenaires sociaux, patrons et syndicats pouvaient s'entendre sur une pénibilité spécifique propre aux professions, à leur secteur d'activité. En Belgique, sous le gouvernement précédent, et maintenant c'est un peu en veilleuse parce que on a un nouveau gouvernement qui est moins libéral, si vous voulez, qui est plus hétérogène, je dirais, que celui qui précédait. Et puis qui est bien pris par la crise sanitaire et qui n'a pas encore repris ce dossier très sérieusement, le dossier des fins de carrière. Hein. Mais le gouvernement précédent a prolongé, a retardé l'âge de la retraite. C'est pas tout à fait le même système qu'en France. Il l'a retardé à 66 et puis à 67 ans. Hein, c'est programmé comme ça. A supprimé en gros toutes les possibilités ou beaucoup de possibilités de départ anticipé à la retraite. Beaucoup de systèmes ont été extrêmement restreints. Et bien sûr, il y a une certaine reconnaissance des métiers lourds, mais de façon, c'est ce qu'on appelle nous les métiers lourds, de façon très restreinte. Il y a le travail de nuit, ça c'est sûr, le reste, bon, c'est pas très clair. Et ce gouvernement précédent, sous la houlette du ministre des Pensions, qui s'appelait Baclen, a cherché à mettre au point un système proche du système français, un calcul de la pénibilité qui serait accepté par les partenaires sociaux. Et ça a coincé. Donc on en est resté là, le gouvernement est tombé, donc le dossier en est resté là, sur un échec, une impossibilité en tout cas, de façon concertée, entre patrons et syndicats pour s'entendre sur des critères de pénibilité. Mais on a cherché à s'aligner sur la solution française, jusqu'à présent sans succès. Voilà, c'est pour donner quelques explications sur le cas de la Belgique. Je vois qu'il y a des questions, donc je vais répondre à la première question d'Anonymous sur la question du repli sur soi. Alors effectivement, dans l'étude dont je vous ai parlé, il semblerait que ce qui l'emporte, c'est l'effet positif de la retraite sur la santé, donc il n'y aurait pas cette perte de rôle social. Donc l'intervention de cette personne, c'est de dire ouais, mais bon, moi je pense que l'isolement social c'est important. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Là, on est sur une population jeune, de jeunes retraités. La question de l'isolement social, elle est évidemment très forte pour les retraités d'un âge élevé, notamment les personnes âgées dépendantes, évidemment de plus de 75 ans. Donc je pense que cet effet de perte de rôle social est accentué
avec la distance à la prise de retraite. Et là, comme je suis sur une population relativement jeune, finalement, ils ont pris leur retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je ne pense pas qu'ils subissent encore les effets de l'isolement social. Et c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai qu'un effet positif. Par rapport à la remarque de Gina, alors, travailler des heures moins longues, alors ça on aimerait bien, mais les heures feront toujours 60 minutes, hein, aujourd'hui ou demain. Non, plus sérieusement, je pense que c'est une bonne question de savoir vers quoi on va. Quelle va être la norme? Moi j'ai l'impression que la norme est de plus en plus flexible. Donc il y a une flexibilité du travail de plus en plus forte et que donc la sécurité du travail perd. Je pense que tous les dispositifs de protection de l'emploi sont mis à mal par cette flexibilité, mais qui est voulue aussi par les consommateurs et par la société aussi, hein. Il y a aussi cette vague-là, donc je suis d'accord avec ce que vous dites. Il faut, c'est un petit peu ce que je dirais demain. Moi, je pense que ce fameux système de flexi-sécurité sur lequel on va, il est important de donner de la flexibilité, mais moi, j'entends la flexibilité comme étant le souci d'être à l'écoute des aspirations des salariés. Voilà ma définition de flexibilité. Et la sécurité, c'est évidemment, sans que ce soit trop contraignant pour les entreprises, parce que si on a des législations de protection de l'emploi qui sont trop contraignantes, ça ne favorise pas évidemment l'emploi, ça ne favorise pas l'embauche. Donc, il faut réussir à trouver quelque chose un petit peu intermédiaire. Mais je pense qu'effectivement, travailler 8 heures par jour, cette norme-là va être amenée à s'estomper. On va être sur des temporalités plus longues. Ça peut être des temporalités par mois, mais avec plus de flexibilité sans doute selon les semaines, et rendu de plus en plus possible par le développement du télétravail aussi. On voit bien que on a une tendance quand même qui est un peu inquiétante, je trouve, et qui risque de persister après l'épisode Covid-19, où on a tout un tas d'entreprises qui peuvent avoir pris goût au télétravail et qui peuvent finalement pour les cadres, hein, évidemment, hein, parce que le télétravail il bénéficie d'abord aux cadres, hein, plutôt qu'aux employés. Donc il risque d'y avoir un problème dans les équipes, parce que les équipes ont besoin de leurs cadres en présentiel, et parce que du coup, si les équipes ne sont plus ensemble, il peut y avoir des problèmes aussi d'interaction sociale, de management, etc. Donc je pense qu'effectivement, on risque d'abandonner, enfin moi je le vois comme ça, la norme de 8 heures par jour pour aller sur des trucs plus flexibles. Et pourquoi pas aussi des choses flexibles au cours du cycle de vie. C'est-à-dire que moi je verrais bien, c'est d'ailleurs le président Macron avait été sur ces propositions-là, les avait évoquées en disant mais on pourrait demander plus aux jeunes et un peu moins après. Donc on pourrait lisser en fait le nombre d'heures sur l'ensemble de la carrière. Mais ce qui est en fait absolument fondamental, au-delà du nombre d'heures, c'est évidemment la productivité horaire. Donc ce qui justifie aussi la baisse du temps de travail, c'est le fait qu'on soit plus productif à l'heure, c'est-à-dire qu'on produise plus de richesse à l'heure. Et du coup, il y a aussi dans la réflexion à mener ce binôme entre nombre d'heures travaillées et qualité de la production associée à chaque heure. Mais je pense qu'on va vers plus de flexibilité. Moi, je pense qu'on va aller sur des choses plus souples au niveau des horaires. Mais ça, c'est un point de vue très personnel, hein. Voilà. Je vois une question de Hamza. Est-ce que vous avez des données sur les conditions des personnes qui travaillent au noir? Alors là, moi j'ai des collègues qui travaillent beaucoup sur les pays du Maghreb ou des pays d'Afrique subsaharienne sur d'autres sujets. Moi, j'ai pas travaillé en tant qu'économiste de la santé, j'ai pas encore travaillé sur ces pays-là. C'est évidemment passionnant, mais évidemment, on a des problèmes d'accès aux données. On n'a pas de données fiables. Pour travailler sur l'économie informelle, pour travailler sur des données sur le travail au noir, il faut qu'on ait des éléments. Il faut qu'on ait des éléments chiffrés. Et là, malheureusement, on n'a pas les chiffres, ou ils sont fallacieux, ils sont biaisés. Mais évidemment que ce serait intéressant, parce que là, les conditions de travail, par définition, lorsqu'on est dans
un emploi qui n'est pas déclaré sont évidemment beaucoup plus dégradés, on peut le supposer facilement, que dans le cadre d'un contrat de travail qui doit respecter un certain nombre de normes réglementaires européennes, nationales, liées à de la contractualisation au sein des branches ou des secteurs d'activité. Mais évidemment, c'est une question intéressante. Pour ma part, en attendant une éventuelle dernière question, il y a aussi un résultat que tu as présenté qui m'a un peu interpellé. Je n'arrive pas bien à le saisir d'un point de vue d'une manière intuitive, en tout cas. C'est le fait que les emplois à temps partiel se traduiraient par des effets défavorables sur la santé mentale. Tu avais présenté ça à un moment donné. Est-ce que j'ai bien compris? C'est un auteur, sans doute, qui a fait une étude là-dessus. Et c'est pas intuitif parce que, même si je sais que la réalité du temps partiel est beaucoup plus complexe, on est souvent dans l'idée que le temps partiel permet une meilleure conciliation entre la vie privée, la vie professionnelle, etc. Est-ce que je me suis trompé Non, tu t'es pas trompé, hein, c'est la bonne interprétation du résultat de cette étude. En fait, lorsqu'on a du temps partiel choisi, comme dans les modèles scandinaves où la conciliation vie professionnelle, vie privée, en particulier pour les femmes, est beaucoup plus aisée en termes de garde d'enfants, en termes de flexibilité, là on est sur du temps partiel qui est choisi. Mais la plupart du temps, le temps partiel n'est pas forcément choisi, c'est-à-dire qu'on a une proportion importante de la population européenne, dans la fameuse enquête dont on parlait avant-hier, les enquêtes de conditions de travail au niveau européen, des personnes qui nous disent désirer travailler davantage. Donc qui se trouvent en fait dans des situations de temps partiel contraint, parce qu'ils aimeraient travailler davantage. Et donc c'est cet effet-là qui prend le dessus, en tout cas dans l'étude effectivement de Pierani là, que j'ai cité sur le slide que vous avez encore à l'écran là. C'est des auteurs français, ça, ou des Italiens? Non, italiens, Pierani, oui. Mais qui ont travaillé sur l'Italie? Alors celui-ci, je crois que c'est sur données italiennes, je ne me souviens plus, parce qu'ils ont travaillé pas mal sur données européennes aussi. Oui, parce qu'alors le temps partiel peut être aussi associé à des emplois précaires, en fait, du fait du temps partiel, et pas comme un temps partiel à 80% choisi selon des modalités plus ou moins indemnisées, comme on trouve certaines en Belgique, hein, des formules de créditant, comme on dit, oui. à temps partiel. Donc c'est peut-être ça. OK, merci de ces précisions alors. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Voilà. Il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'on va peut-être clôturer alors, hein? Je vais pouvoir aller écouter Emmanuel Macron à 20h qui va nous dire qu'il ferme les écoles. J'allais justement dire, si demain matin, donc on a encore une séance, hein, si demain matin vous entendez à la radio, la RTBF comme on dit, que les universités qui sont en code rouge pour le moment sont passées au code vert et que du coup le dernier cours se donne présentiel, vous savez à quoi vous pensez, c'est qu'on sera le 1er avril. Hein. Voilà, donc je pense qu'on va se retrouver sur le même mode aujourd'hui. On va tous aller écouter Macron, parce que ça nous intéresse aussi. Nous, on est privés de déplacement, on ne peut pas se rendre à l'étranger de toute façon. Hein, avec Macron, on ne peut quand même pas quitter le territoire, sauf pour des raisons essentielles, je ne sais pas lesquelles. Donc voilà, on est confiné à la maison et à l'intérieur des frontières du territoire. Bon, merci beaucoup Thomas pour cet exposé. Et merci voilà, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous. En tout cas, nous, on y sera demain. On a prévu d'y être, nous. Oui. À 18h pour la séance, bon, où il y aura du contenu, bien sûr, et quelques réflexions. Je veux dire, ça continue, bien sûr, mais il y aura, entre autres, tu annonces quelques réflexions autour de la crise sanitaire. Oui, on va essayer d'échanger. Peut-être qu'il y aura moins de références. Là, j'ai mis beaucoup de références dans mes supports. Là, on sera aussi sur des éléments
un peu de réflexion. Peut-être qu'on pourra avoir d'ailleurs un échange un petit peu plus long. Je verrai un petit peu à calibrer ça. D'accord. Ben, écoutez, alors je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain à 18 h. Bonne soirée à tous. À très bientôt.